Sur la trousse d'outils pour une feuille de route régionale en économie circulaire qui est présentée dans le cadre des rendez-vous de Recyc Québec. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir. Mon nom est Sophie Taillefer et je vais être votre animatrice pour cette session. Je suis accompagnée aussi de mon collègue Étienne Anger qui va être modérateur pour le contenu des questions. On va vous inviter à faire ça dans la section Q et R. Donc, je reviens tout de suite avec quelques consignes. Donc, Étienne, tu vas aussi nous donner quelques liens dans le clavardage. Donc, si jamais pour les participants, là, vous voulez tout de suite accéder au matériel, il y aura des hyperliens que vous pourrez consulter dans le chat ou dans la conversation. Donc, avant de présenter nos conférenciers, je vous donne quelques petites consignes. Vos micros et caméras ont été automatiquement fermés. On va vous inviter donc, comme je le disais tout à l'heure, à poser vos questions directement dans la section Q et R en haut, dans la légende en haut. Vous avez un onglet Q et R. Ce sera l'endroit désigné pour inscrire vos questions-réponses. Et on a réservé justement 15 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, la séance d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure et elle est enregistrée. Un lien par la suite va vous être envoyé par courriel pour y accéder, puis aussi les présentations PowerPoint. À la fin du webinaire, on va vous inviter à répondre à un sondage d'appréciation dont le lien sera également dans le clavardage. Vous recevrez aussi le lien par courriel. Donc, sans plus tarder, Hélène, si tu veux bien nous présenter l'ordre du jour et je pourrai ensuite te présenter. Donc, le voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, une petite intro suivie de la présentation de la trousse par Recyc Québec, donc Hélène que je vais vous présenter. Un retour d'expérience, donc on a le Creux de la Montérégie avec nous, la Ville de Sherbrooke et puis Synergie Estrie qui vont vous présenter leurs expériences en économie circulaire. Une petite période de questions, comme je le disais, de 15 minutes et un mot de la fin. Donc, sans plus tarder, je vous présente Hélène, qui est agente de développement industriel chez Recyc Québec. Donc, bonjour Hélène. Hélène, tu es titulaire d'un Bonjour. baccalauréat en communication de l'UQAM ainsi qu'une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Tu es chez nous, chez Recyc Québec, depuis 2006, donc à titre d'agente de développement industriel. Donc, tu as énormément d'expertise en économie circulaire, mais tu as également piloté plusieurs autres dossiers, dont l'organisation des Assises québécoises de l'économie circulaire, des dossiers sur la réduction à la source des matières résiduelles, la réparation de produits, hein, plus récemment, vraiment sujet intéressant et d'actualité, et puis le recyclage des plastiques. Donc, et puis depuis 2018, Hélène, tu es également chargée de cours en économie circulaire à l'Université de Sherbrooke. Donc, tu nous présentes ce matin la trousse d'outils pour une feuille de route régionale en économie circulaire. Bon webinaire à tous et la parole est à toi. Merci Sophie. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux au webinaire. Donc, en fait, je suis vraiment contente d'être ici pour vous présenter la trousse d'outils pour une feuille de route régionale en économie circulaire. Souvent, en économie circulaire, on dit les boucles courtes et locales. Puis quand on parle de local, le niveau municipal, régional est tout désigné pour déployer l'économie circulaire parce que les municipalités, les acteurs régionaux connaissent bien les entreprises, les citoyens. Donc, c'est vraiment un bon niveau de gouvernance pour déployer l'économie circulaire. Donc, mais avant de parler de la feuille de route, je fais juste un petit retour pour mettre tout le monde à niveau. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on a un schéma au Québec qui présente en quelques mots ce que c'est. Donc, le premier objectif de l'économie circulaire, c'est de repenser pour réduire la consommation des ressources, mais aussi préserver les écosystèmes qui les génèrent. Donc, c'est ce que vous avez à gauche du schéma. Donc, c'est vraiment ici la réduction à la source. Et à droite, mais on a maintenant, il faut optimiser les ressources qui sont déjà en circuit sur le marché. Comment on fait ça? Bien, premièrement, on veut utiliser les produits plus fréquemment, comme par exemple par la louer plutôt qu'acheter, par l'économie de partage, l'économie collaborative.
une fois qu'on a utilisé le plus fréquemment possible, on va chercher à prolonger la durée de vie des produits ou des composantes par notamment l'entretien, la réparation, le reconditionnement, le don, comme le réemploi. Donc ça, ce sont des stratégies de circularité pour prolonger la durée de vie. Puis, quand on a bien fait ça, ben là, on va donner une nouvelle vie aux ressources, que ce soit par le recyclage, le compostage, la valorisation, mais aussi l'écologie industrielle que les gens connaissent assez bien, où les rejets de l'un deviennent les matières premières de l'autre. Euh, donc, euh, donc, ça fait vraiment en quelques mots le tour de l'économie circulaire, puis il y a beaucoup d'informations si vous voulez approfondir ce sujet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'une feuille de route en économie circulaire? En fait, ça donne vraiment un cadre pour développer durablement l'économie circulaire à l'échelle régionale. Donc, ça donne une vision régionale, des orientations stratégiques, des objectifs aussi collectifs à atteindre. Puis quand je dis collectif, c'est que toutes les parties prenantes doivent euh, travailler au déploiement puis à l'élaboration de la feuille de route. Donc, en quelques mots, une feuille de route, c'est un peu comme un plan d'action qu'une ville, une municipalité, une MRC, une région se donne pour déployer l'économie circulaire sur son territoire. On est conscient qu'il y a déjà des plans d'action qui touchent de près ou de loin à l'économie circulaire. Pensons notamment au plan de gestion des matières résiduelles, au plan climat. Donc, l'idée, ce n'est pas de dédoubler le travail puis d'alourdir la reddition de comptes. L'idée, c'est vraiment que la feuille de route peut se décliner dans les divers plans d'action. Et inversement, ben, les plans d'action, ça nous dit déjà qu'il y a des choses qui se font, puis on peut capitaliser là-dessus pour la feuille de route en économie circulaire. Donc, maintenant, pourquoi Recé Québec, on s'est lancé dans cette aventure de la trousse? On s'est fait approcher par des acteurs locaux qui étaient intéressés d'amorcer une démarche d'élaboration et de mise en œuvre d'une feuille de route dans leur région. Donc, on a donné un mandat au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTTEI, et le CREDO, donc le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, avec le Conseil régional de l'environnement Capitale-Nationale. Donc, c'est le CTTEI qui coordonnait le mandat en collaboration avec les deux CRE. Donc, ils ont fait un travail colossal. Il y a eu beaucoup d'autres acteurs aussi. On avait un comité consultatif. On avait aussi le laboratoire d'innovation ouverte basé à Rivière-du-Loup qui nous a aidés. Donc, je remercie vraiment tous ces gens-là pour leur excellent travail. Donc, la trousse a été lancée en juin dernier, qui est disponible sur notre site. Je vais vous expliquer un peu tantôt où la trouver. Donc, qu'est-ce que ça comprend, cette trousse-là? Un guide méthodologique d'à peu près 70 pages, très bien fait, avec 15 outils adaptables selon vos besoins. Donc, la trousse, en fait, la méthode qui est proposée est en 2 phases et 5 étapes. Donc, la première phase, c'est l'élaboration, puis la deuxième phase, c'est la mise en œuvre. Donc, rendu là, c'est pas trop compliqué. Les 5 étapes, vous les avez à l'écran. Donc, c'est la planification, le portrait régional, vision et objectifs, mise en action, puis évaluation et évolution. Donc, grosso modo, ce qu'on dit dans la méthodologie, c'est que l'élaboration d'une feuille de route, ça prend en moyenne 1 an. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça dépend vraiment des ressources régionales. Puis chacune des étapes dure entre 2 et 6 mois. La plus longue, c'est la numéro 4, là, la mise en action. Donc, je vous les présente plus en détail à la diapo, à cette diapo. Donc, vous n'avez pas à tout lire, là, je vais vous faire ressortir ce qui est à retenir. Donc, ce qui est à gauche, ce sont les 5 étapes que je viens de vous présenter. Donc, pour chacune des étapes, vous avez des activités qui peuvent se décliner en sous-activités. Puis pour la plupart des activités, vous avez des outils qui vous aident à les mettre en œuvre. Donc, premièrement, la planification, ben, c'est là où on va vraiment jeter les bases d'une bonne gestion de projet. Donc, on met en place une équipe de projet avec un porteur. C'est qui le porteur? En fait, ça pourrait être une municipalité, ça pourrait être un conseil régional de l'environnement, un organisme de développement économique. Ça peut prendre toutes sortes de formes, en fait. L'important, c'est que l'organisme qui va porter la feuille de route, c'est quelqu'un qui a un leadership en économie circulaire, qui a une crédibilité, qui a un bon réseau aussi sur le territoire, qui va être capable de mobiliser les troupes.
Donc, il y a une équipe de projet qui se met en place. On peut mettre en place un comité consultatif. On fait l'échéancier, le budget. On identifie aussi les risques. On identifie les parties prenantes qu'il faut impliquer ou informer. Et on peut se faire aussi un plan de communication. Donc, c'est vraiment là, on planifie la démarche. Deuxième étape, c'est le portrait régional. Donc, c'est là où on va voir ben, qu'est-ce qu'on fait déjà sur notre territoire en matière d'économie circulaire, puis quels sont les besoins de nos parties prenantes, qu'est-ce qu'elles aiment, c'est quoi qu'on a à mettre en place. Donc, on a un questionnaire qui aide à faire ce travail-là, puis on a un modèle de rapport qui est un diagnostic territorial. Donc, on est vraiment dans le portrait régional à cette étape-là. Ça nous amène à l'étape 3, vision et objectifs, où là, on va vraiment faire une réflexion stratégique. Donc, on va élaborer nos orientations stratégiques, nos objectifs, nos indicateurs de suivi. On va mettre en place des sous-comités techniques qui vont travailler plus spécifiquement sur chacune des orientations en fonction de leur expertise. Puis, étape 4, bien là, c'est la mise en action. Donc, on priorise les actions qu'on veut voir dans notre feuille de route. On élabore la feuille de route, on la lance, on fait le party, tout le monde est content. Donc, ça, c'est la grosse étape, l'étape 4. Puis la cinquième, évaluation, évolution, elle se fait en continu parce que c'est important d'évaluer nos actions. Puis tout ça n'est pas statique, donc on peut ajuster notre feuille de route, on peut ajuster nos étapes selon les besoins puis l'évolution de la situation. Donc, je vais vous présenter maintenant à quoi ça ressemble. Donc, le guide comme tel, c'est un guide d'à peu près, comme je disais, une soixantaine de pages. On l'a assez épuré. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, vous avez 2 pages typiques où on présente une étape. Donc, on rappelle c'est quoi les objectifs de cette étape-là. Puis, comme vous avez à la page de droite, bien, on va indiquer qui on doit impliquer à cette étape-là, quelle est la charge de travail en termes de temps, quelles sont les activités et les outils qu'on y retrouve. Donc, on vous guide vraiment pas à pas dans la démarche. C'est important de savoir qu'il y a une table des matières. Donc, dépendamment, c'est quoi vos besoins, où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher comme information, bien, vous pouvez aller cliquer dans la table des matières, puis ça va vous emmener directement aux informations dont vous avez besoin. Donc, on peut aussi naviguer de cette façon-là dans le guide. Toujours dans le guide, ici, vous avez un exemple de 2 pages typiques pour présenter une activité. Donc, à gauche, on a des encadrés qui vous donnent différentes informations sur comment impliquer les parties prenantes sur votre territoire, comment bien communiquer aussi. Puis à droite, vous avez typiquement là, une activité où on va répondre aux questions quoi, qui, pourquoi et comment. Et dans les marges, vous avez des hyperliens qui vous mènent directement vers les outils quand il y a un outil associé à l'activité. Des fois, on va vous mettre des trucs, des astuces, des liens vers des références complémentaires. Donc, c'est vraiment comme ça que le guide est construit pour chacune des activités et sous-activités. Maintenant, au niveau des outils, comme je disais, il y en a 15. Ce sont des outils en format Word, PowerPoint, Excel, donc facilement modifiables selon votre réalité, selon vos besoins. Ils sont là pour vous, donc gratuits. Donc, c'est vraiment pour vous aider, puis pas partir de zéro. Donc, je vous en présente quelques-uns. Ici, vous en avez 3. Donc, en haut à gauche, c'est l'outil configuration de la structure organisationnelle. Donc, vraiment la structure de gouvernance. Comme je disais, qui devrait être le porteur, l'équipe de projet, c'est quoi les rôles et responsabilités, le comité consultatif, les sous-comités techniques. Puis après ça, c'est de voir est-ce que ça fait du sens pour vous. Puis si oui, bien, ça vous donne des indicateurs, quelle est la composition, puis les rôles de chacun. En haut à droite, vous avez un tableau d'identification des parties prenantes, donc lesquelles on doit garder, c'est quoi leur degré d'influence ou d'intérêt par rapport à l'économie circulaire, lesquelles on va garder plus informées, lesquelles on doit vraiment engager étroitement dans la démarche. Donc, ça va vous sortir une matrice avec vos différentes parties prenantes. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis en bas, vous avez un exemple de présentation PowerPoint qui présente l'économie circulaire, ces 12 stratégies, puis avec des exemples que vous allez pouvoir adapter en fonction d'exemples que vous avez dans votre région pour vraiment que les gens se reconnaissent davantage. C'est une suggestion qu'on vous fait. Donc, elle est intéressante, la présentation PowerPoint, parce qu'elle permet vraiment de développer une compréhension commune de l'économie circulaire sur un territoire.
Souvent, les gens n'ont pas nécessairement la même compréhension de ce que c'est. Certains pensent que c'est surtout du recyclage. Donc, ça permet vraiment de partir sur une base commune avec toutes nos parties prenantes. Ensuite, au niveau de l'étape 2, comme je disais, c'est le portrait régional. Donc, on a un outil que vous voyez à gauche, c'est un questionnaire pour sonder autant, il y a deux versions en fait. Il y a pour les ICI, les industries, commerces et institutions, puis il y a une version pour les organismes de développement économique avec des questions qui sont proposées que vous pouvez adapter aussi si vous voulez aller sonder d'autres publics cibles. Puis dans le guide aussi, on vous suggère d'autres modes de consultation pour aller chercher vraiment le pouls de la population. Puis à droite, vous avez un gabarit de diagnostic territorial en économie circulaire, donc un portrait euh, qui va, dans le fond, qui va être beaucoup nourri par les réponses du questionnaire si vous avez décidé d'aller vers un questionnaire. Donc, on vous fait un gabarit avec les sections à compléter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est un document qui peut être rendu public. Dernier outil, et non le moindre que je voulais vous présenter, c'est un gabarit de feuilles de route régionale en économie circulaire. Encore là, on vous indique les sections à compléter. Puis tout ce qui est là est un peu la finale de toutes les démarches que vous allez avoir faites avant. Vision, orientation stratégique et tout ça, c'est toutes des choses qu'on vous accompagne dans les étapes précédentes. Donc, la feuille de route est un peu l'aboutissement de tout ça. Donc, la trousse, elle est disponible en ligne sur notre site Internet. Donc, si vous allez sur notre site Web, dont l'adresse est en haut de l'écran, c'est dans la section municipalité. Ensuite de ça, vous cliquez sur économie circulaire. Vous allez tomber sur cette page dédiée à la trousse. Donc, on vous indique un peu là, la description. Puis, si vous descendez un peu dans la page, vous allez avoir tous les hyperliens pour télécharger autant le guide que les outils. Et il est possible aussi de télécharger l'ensemble de la trousse. Il y a un lien zip là, en bas complètement. Je vous informe aussi qu'on est à traduire la trousse en anglais. En fait, on traduit le guide et 5 outils principaux, donc qui vont être disponibles là, au courant des prochaines semaines parce qu'on veut aller rejoindre aussi peut-être le reste du Canada avec cette trousse-là, puis aussi peut-être les municipalités plus anglophones. Donc, ça fait le tour de ma présentation, puis je vais demeurer disponible, bien évidemment, là, pour répondre à vos questions à la toute fin. Merci beaucoup, Hélène. Très intéressant. Donc, tous ces beaux outils qui pourront donc être mis en pratique et c'est un peu le lien qu'on va faire avec nos prochains conférenciers. Pour ceux qui sont arrivés un peu pendant la présentation d'Hélène, on a déjà une centaine de participants. Donc, vraiment, merci d'être parmi nous. Comme je disais au début, il y aura une période de questions à la fin, là, donc vous pourrez les poser dans l'outil Q&R, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, accueillons maintenant notre deuxième conférencière, donc Madame Andréane Paris, qui est directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Bonjour Andréane. Donc, Andréane, tu es biologiste et détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Tu as occupé depuis les 14 dernières années différentes fonctions, soit dans le milieu des OBNL, le milieu universitaire, mais aussi le secteur public. C'est à travers ces expériences que tu as développé un intérêt marqué pour la gestion de projets multidisciplinaires, donc particulièrement la concertation. Donc, en tant que directrice générale du Creux de la Montérégie, j'imagine il y a un beau défi de concertation. Tu gères en fait une équipe multidisciplinaire qui est en pleine croissance. Et puis également, tu coordonnes des activités en concertation avec des partenaires qui proviennent autant du milieu de l'économie, du milieu municipal, de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Donc, ce matin, tu nous présentes une démarche d'élaboration de la feuille de route en économie circulaire en Montérégie avec un retour d'expérience sur son utilisation. À toi Oui. la parole. Bonjour à tous, puis vraiment un gros merci de l'invitation pour l'activité d'aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir présenter où nous en sommes finalement dans notre projet Vision Circularité, qui est une feuille de route, là, comme on mentionnait, pour l'économie circulaire pour la région de la Montérégie. Puis je tiens quand même tout de suite à remercier là, nos partenaires financiers, le ministère des Affaires municipales via le Fonds Région et Ruralité et comme commanditaire principal Hydro-Québec. Dans quel contexte on se
s'est situé, puis on s'est dit, nous, on veut aller plus loin, puis on veut élaborer finalement cette feuille de route pour l'économie circulaire dans la région. Comme tout le monde le sait, là, tous les rapports un peu qui se sont accumulés dans les dernières années, soit l'indice de circularité de la Montérégie, du Québec, pardon. Et aussi, un élément quand même important, j'ai mis un logo ici, mais c'est la relance verte. En fait, nous, dans la région, on se souvient, dans le temps qu'on était en COVID et qu'on pensait que tout allait repartir tout d'un coup, il y a eu plein d'activités de concertation sur qu'est-ce qu'on veut pour la relance économique post-pandémie. Et au fil des tables de discussion, de concertation, l'économie circulaire revenait de façon systématique. On a même ajouté au final une dernière table de concertation sur l'économie circulaire. On sentait que toutes les sphères d'activité de l'économie parlaient d'économie circulaire et que finalement, tout le monde faisait un petit bout de morceau, mais personne n'avait comme un plan d'action plus global ou plus régional à ce niveau-là. Le contexte aussi, je parlerais de la région. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins la région administrative de la Montérégie, c'est une grande région. Et lorsqu'on a réfléchi au projet, on était à l'époque 14 MRC plus l'agglomération de Longueuil. Bon, ça a un peu changé, mais on est resté avec la configuration initiale pour parler de notre feuille de route. On a des nombreux experts en économie circulaire là, dans la région. Là, on pense au CTTI qui a été mentionné, qui est basé à Sorel. On a aussi plusieurs organismes qui œuvrent à l'animation de symbiose industrielle, comme le CLD Bromisquois, qui est une des premières là, qui a émergé au Québec. On a Comité 21 et nous, au CRE aussi, on coordonne là, le volet au niveau des transformateurs agroalimentaires et producteurs agricoles. Donc, beaucoup d'expertise, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'économie circulaire et qui font de l'accompagnement en économie circulaire. Mais là, on se questionnait comment on peut aller plus loin puis vraiment propulser finalement l'économie circulaire pour effectuer des changements plus, je dirais, structurels là, finalement pour qu'on ait vraiment un leadership encore plus marqué dans la région en économie circulaire. Oups, pardon, je vais trop vite. L'objectif du projet Vision Circularité, c'est une démarche, comme on dit, de concertation. C'est dans la mission même des conseils régionaux de l'environnement. Donc, le volet de la concertation régionale qui vise l'accélération de l'innovation et de l'intégration des principes d'économie circulaire dans toutes les sphères d'activité. Donc, on veut s'identifier des objectifs réalistes pour la région et co-construire un plan d'action qui soit engageant puis qui inspire les gens à poser des actions concrètes dans la mesure de leur capacité. Parce que là, on parle d'une feuille régionale. On est une grande région, comme je disais, c'est très diversifié et on veut s'assurer que tous les gens puissent s'y reconnaître et dire moi, il y a des petits morceaux que je suis capable de prendre. Donc, la démarche s'inspire un peu de ce que Hélène vient de présenter, là, la planification, là, qui est plus le comité de projet, le portrait du territoire avec la synthèse territoriale. Je vais revenir un peu plus en détail où on est rendu. Donc, nous, on a lancé le comité de projet en juin 2021. Et là, on était en pandémie, ça a été difficile d'annoncer publiquement qu'on avait du financement pour ça. Donc, on a continué à travailler un petit peu avec notre comité de projet, à bien planifier le projet à ce moment-là, mais on a complété finalement la synthèse territoriale seulement en mars 2022. Et depuis le début de l'automne, on est en atelier de concertation pour vraiment établir, un peu mieux comprendre la réalité territoriale, oui, mais établir de plus en plus notre vision, nos objectifs. On rentre en co-rédaction pour la période hivernale, puis à la fin de l'hiver, en mars, on veut aller valider là, un peu tout ce qui va avoir été rédigé comme objectif et la structure de la feuille de route avec nos partenaires. Pour l'objectif de lancer là, finalement le gros party là, que parlait Hélène au printemps 2023 avec dans le cadre de notre semaine montérégienne d'économie circulaire là, qui se veut donc avec une mise en œuvre jusqu'à 2030. Je vais trop. OK. Sur le comité de projet, comme je disais, on est très diversifié on a beaucoup d'expertise sur le territoire. Donc, là, c'est le CRE Montérégie qui est porteur, vu que la mission est quand même beaucoup de concertation. Donc, on coordonne ce projet-là, mais vraiment, on est appuyé d'une équipe très, très diversifiée et très ancrée dans le milieu, surtout. Donc, on a le CLD Bromisquois, on a le Comité 21, on a le CTTI, là, donc tous nos experts là, qui œuvrent en économie circulaire.
Et on a aussi au niveau accompagnement des entreprises puis financement, on a développement économique LEADER et développement économique Longueuil avec les agents du Fonds Éco-Leader qui participent au comité de projet. Et on a Montérégie économique. Montérégie économique, c'est un organisme qui regroupe tous les acteurs de développement économique de la région, donc les SADC, les CLD, tout ce beau monde-là. Donc, ils font de l'accompagnement aux entreprises. Donc, ils siègent aussi sur notre comité. Et point de vue plus politique, on a la table concertation régionale de la Montérégie qui, elle, regroupe tous les directeurs généraux et préfets de la Montérégie, donc qui participent aussi à l'ensemble des activités. Donc, on s'est vraiment inspiré des outils de planification là, avec le comité de projet pour l'échéancier, pour planifier finalement qui serait dans le comité, puis quel serait le rôle de chacun aussi dans le comité, parce qu'ils ont un rôle très important aussi de nous supporter dans la co-rédaction finalement de la feuille de route. Pour ce qui est de l'étape 2, qui est comme nous, la synthèse territoriale ou le portrait du territoire, la région, c'est sûr que c'est une région, comme on dit, qui est très grande, qui est très, très diversifiée économiquement. Donc, on a voulu un peu aller présenter qu'est-ce que c'était le contexte économique de la région, puis surtout souligner des beaux exemples d'économie circulaire qui sont dans toutes les sphères d'activité de la région. Donc, on a souligné l'expertise qui s'y retrouvait. Puis là, je dirais que ça a été un peu difficile parce qu'on se questionnait aussi sur qu'est-ce qu'on veut, à quoi qu'on veut qu'il serve ce document-là. Donc, on voulait qu'il soit un document qui nous serve vraiment à structurer aussi toutes nos activités de réflexion qu'on allait avoir avec les gens pour s'assurer qu'on fait une mobilisation de l'ensemble des sphères d'activité, qu'on va chercher des gens qui représentent bien ce qui se passe sur le territoire en termes économiques. Donc, on est vraiment allé quelque chose de très, très sommaire, mais dans l'objectif vraiment de aussi un peu inspirer les gens pour dire que ça bouge parce que même si ce n'est pas parfait, on a quand même des belles initiatives régionales, il faut les mettre en valeur et ça a été très apprécié par plusieurs personnes qui ont pu lire là, cette synthèse territoriale. On est allé avec deux méthodes, donc avec notre comité de projet, par exemple Montérégie économique, qui avait beaucoup d'expertise, nous a bien aiguillé sur les éléments à mettre dans cette synthèse territoriale-là. On a fait des enquêtes. Là, je dirais qu'on s'est inspiré des outils, mais on est une grande région. Hein, fait que je crois que les gens, là, il y avait une multitude de sondages à l'époque, donc on a eu une réponse un peu moins intéressante à notre enquête. Et ce qui a vraiment bien fonctionné de notre côté, c'est les entrevues. On a passé plus d'une dizaine d'entrevues avec des gens de plein de secteurs. On a fait, et ces gens-là qui ont passé en entrevue, on allait un petit peu plus en profondeur sur leur perspective, sur comment ils voient les choses, puis on a vraiment été chercher dans les secteurs très, très diversifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui ont passé en entrevue sont venus assister à nos autres activités. Donc, ça a été un bon outil de mobilisation. C'est des entrevues de 30 minutes environ. Donc, on a vraiment permis d'aller un peu plus loin. Bon, OK, peut-être c'est pas très vaste comme enquête, mais avec les participations aux autres activités, on est allé vraiment bonifier aussi, où là, on a eu une très grande participation. Donc, j'y viens. Notre premier atelier de concertation, dans le fond, on a fait ça en septembre de cette année. On a eu 2 ateliers qu'on a réalisés de façon identique dans 2 secteurs de la région. On a eu plus d'une 50aine de participants. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on avait des gens de tous les milieux. Puis, pour nous, c'était très important parce que si on veut représenter la région, il faut avoir beaucoup de gens de différents milieux. On avait une douzaine d'entreprises, on avait beaucoup d'organismes à but non lucratif qui font de l'accompagnement, on avait des organismes de développement économique, on avait des municipalités, beaucoup, puis ça a même augmenté au fil des participations. Ce qui est intéressant aussi, on avait des ministères. On avait, par exemple, le ministère des Affaires municipales, le MAPAC, on avait la Direction de santé publique, on avait aussi Recé Québec, Hydro-Québec, donc des sociétés d'État, des centres de recherche, même quelques citoyens. Donc, on était vraiment très, très diversifiés en termes de participants. Puis là, on a fait des expositions sur les enjeux. Et il va vraiment ressortir beaucoup, beaucoup d'enjeux, de préoccupations, mais aussi, à toutes les fois qu'il y avait un enjeu, il y avait une opportunité qui était identifiée. Dernier atelier qu'on a fait, c'est un atelier de concertation sur l'orientation et les objectifs. Le même nombre de participants est resté et là, on a travaillé sur les 3 C, qu'est-ce que nous devons cesser de faire, qu'est-ce que nous devons consolider, qu'est-ce que nous devons créer. Et là, c'est vraiment intéressant. Puis là, c'était au début du mois, fait que je ne peux pas vous donner trop d'informations sur ce qui a été dit, mais vraiment très intéressant, très stimulant. Ça nous formule quelques objectifs déjà.
très concret sur ce que les gens s'attendent d'une feuille de route et ce qu'ils veulent, vers où ils veulent se projeter. Là, on rentre en co-rédaction avec le comité de projet. Vraiment, ça va être l'objectif d'avoir, on va se servir des outils là, vraiment de SMART, là, du plan d'action, des objectifs pour avoir des objectifs qui sont très, très pertinents, faisables, projetés dans le temps. Puis ça va nous permettre d'avoir la première ébauche de la feuille de route qu'on s'est présentée, comme je disais, là, un atelier de validation avec l'ensemble des participants. On a vu que la mobilisation est restée, à tous les ateliers, on a une 50aine de participants. On veut maintenir cette mobilisation-là. Et comme je disais, dans un objectif de diffuser la feuille de route. Donc, on est à une échelle très macro. On ne veut pas se donner des centaines d'objectifs, parce que d'avoir des objectifs qui sont réalistes, oui, mais qui vont aussi être porteurs, propulseurs, puis avec quelques prises d'action pour chacun des objectifs. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Puis, ça fait le tour un peu de ma présentation de ce matin. Donc, c'est juste vous présenter un peu où on était rendu, mais je suis prête tantôt à prendre les questions là, après les prochaines présentations, puis discuter avec vous de tout ça. Merci beaucoup, Andréane. Vraiment intéressant. On a hâte de voir la suite. Donc, sans plus tarder, je vais donc présenter nos deux derniers conférenciers qui vont nous présenter une démarche, en fait, aussi d'élaboration d'une feuille de route en économie circulaire pour la ville de Sherbrooke. Donc, notre première conférencière, donc, on a Anne-Sophie Demers, qui est agente de projet en environnement au Bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke depuis 2021. Anne-Sophie, tu as la charge des dossiers de l'économie circulaire et puis aussi du plan de gestion des matières résiduelles. Tu es détentrice d'une maîtrise en gestion de l'environnement ainsi que d'un DESS en santé environnementale et d'un baccalauréat en sciences politiques. Tu cumules plus de 15 ans d'expérience en gestion de projet en développement durable et tu as occupé différents postes, alors au niveau de certains organismes municipaux et même paramunicipaux comme Entreprendre Sherbrooke, la direction du créneau ACAR sur les bioindustries environnementales et le Cégep de Sherbrooke. Donc, bienvenue. Je vais aussi présenter donc Anthony qui est également donc avec nous pour présenter ce dernier bloc. Donc, Anthony, tu occupes le poste de coordonnateur en économie circulaire du projet de Synergie Estrie au sein de Sherbrooke Innopol. Donc, tu es détenteur d'une maîtrise en études politiques appliquées et d'un certificat en perfectionnement de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Tu possèdes plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et tu as occupé différents postes au sein d'organismes régionaux tels que le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et l'organisme Estrie Aide qui est spécialisé en réemploi. Donc, bienvenue à vous deux. Merci de nous présenter ce dernier bloc. À vous la parole. Merci, Sophie. Ça nous fait vraiment plaisir, là, à moi et mon acolyte Anthony, de venir vous présenter notre démarche d'élaboration de la feuille de route en économie circulaire. Très complémentaire, dans le fond, avec la présentation précédente qu'on a eue. Nos démarches se ressemblent beaucoup, mais l'échelle d'application est assez différente. Là, on est à une échelle d'application plus municipale. Donc, rapidement, pour situer la ville de Sherbrooke, là, la ville de Sherbrooke, avec ses près de 170 000 habitants, est la 6e plus grande ville du Québec. Donc, on est une ville à forte teneur étudiante. En fait, il y a une bonne proportion de notre population qui est étudiante. Là, on a 2 universités et 4 établissements de niveau collégial, 7 centres de formation professionnelle. Donc, une économie très diversifiée, axée sur le secteur manufacturier. Donc, vous pouvez voir beaucoup d'entreprises et d'emplois au niveau du secteur industriel et tertiaire moteur. Et finalement, scientifique et 6 parcs industriels et technologiques. Donc, ça dresse un petit peu le portrait là, de qu'est-ce que c'est la ville de Sherbrooke. La petite histoire là, de notre rencontre avec l'économie circulaire pour la ville de Sherbrooke, en fait, ça a commencé dans le fond avec la mise en place du projet Synergie Estrie, qui est un projet qui visait à initier des symbioses industrielles sur le territoire. Et la ville de Sherbrooke, là, avec le fonds d'aide au rayonnement des régions a participé là, activement à la mise en place de Synergie Estrie, qui est hébergée dans une de nos paramunicipales de développement économique. Donc, c'est ce qui nous a intégré là, au concept là, de l'économie circulaire.
Par la suite, en fait, à la Ville, on s'est doté d'une nouvelle gouvernance là, au niveau du développement économique. Donc, on a mis en place un bureau de développement économique qui a travaillé là, en concertation avec les différents acteurs pour se doter d'une vision de développement économique. Et cette vision-là, dans le fond, c'est vraiment le point d'ancrage là, de l'économie circulaire pour la Ville de Sherbrooke, puisque l'ensemble des intervenants ont convenu, en fait, d'adopter une vision de développement économique qui va être axée sur l'éco-responsabilité. Donc, dans cet ordre d'idées-là, la Ville de Sherbrooke, là, quand la Fédération canadienne des municipalités a lancé le projet de ville et région circulaire, on a appliqué là, pour faire partie de la cohorte là, des 15 municipalités canadiennes qui visaient, dans le fond, à échanger sur les notions en économie circulaire puis à amorcer aussi une démarche là, de rédaction d'une feuille de route. Parallèlement à ça, au Bureau de l'environnement, on était en rédaction de notre plan de gestion des matières résiduelles pour l'année 2000, pour 2023-2030. Donc, on a participé à plusieurs consultations publiques et de façon conjointe, là, on a décidé d'intégrer au projet de plan de gestion des matières résiduelles la mesure sur l'économie circulaire là, dans laquelle, en fait, on s'engageait en tant que municipalité à adopter une feuille de route pour 2023. Donc, en 2022, là, ça a été vraiment l'année où on a comme concrétisé et consolidé la démarche là, de feuille de route à la Ville de Sherbrooke. Donc, notre première étape, puis ça a vraiment été, on a été supporté en fait et fortement inspiré là, par tout ce qui a été développé par Recyc Québec au niveau de la trousse à outils. Ça a été d'identifier, dans le fond, un point d'ancrage à la ville pour être capable d'opérationnaliser l'économie circulaire. Donc, dans la présentation précédente, on voyait une feuille de route qui était plus à saveur régionale. Nous, on voulait l'héberger, en fait, dans la structure municipale. Donc, notre première étape, en fait, ça a été de faire une revue de littérature des différents types de gouvernance liés à l'économie circulaire pour un domaine d'application plus municipal. Donc, la façon que nous, on a décidé de structurer, dans le fond, notre démarche, c'est de marier, si on veut, deux bureaux. En fait, à la Ville de Sherbrooke, il y a le bureau de coordination de développement économique et il y a aussi le bureau de l'environnement. Donc, l'économie circulaire étant comme au croisement là, de ces deux disciplines-là, on a décidé de monter un comité de travail, en fait, qui était qui avait les directions des deux bureaux et deux chargés de projet. Donc, moi et Anthony, qui sont là, en fait, pour opérationnaliser un peu la vision là, en économie circulaire et les directeurs de services qui sont là pour faire cheminer dans la structure politique là, la feuille de route en économie circulaire. Donc, ça, c'est le type de gouvernance à laquelle qu'on a adopté. Donc, on se rencontre, le comité de travail une fois par mois, donc, les 4 chargés de projet pour faire avancer les dossiers puis faire cheminer aussi notre démarche au niveau de la rédaction de la feuille de route. Notre deuxième étape, en tant que comité de travail constitué, ça a été de faire un travail, d'identifier les parties prenantes qui sont impliquées à la ville, mais aussi dans l'écosystème de la ville de Sherbrooke, à impliquer dans notre démarche liée à la feuille de route. Donc, on a identifié les partenaires externes et internes et le comité de travail a piloté, dans le fond, une consultation avec ces différents partenaires-là. Ça pouvait être des services internes comme, par exemple, le service de la planification et de la gestion du territoire ou des partenaires qui sont à l'externe, plus au niveau de l'entrepreneuriat ou de différents types de chercheurs, mais je vais laisser Anthony là, le spécifier plus tard. Donc, ça nous a permis en fait de dresser le portrait de l'écosystème qui est lié à l'économie circulaire. Puis, en ce sens-là, encore là, les outils de Recyc Québec, là, comme le tableau d'identification des parties prenantes, puis les outils aussi pour aller mobiliser les différents acteurs, savoir quel genre de discours utiliser avec chacun des intervenants, ça nous a aidé beaucoup là, à cheminer dans cette étape-là. Donc, finalement, ben, ce qu'on a travaillé au courant de l'automne, c'est l'élaboration de notre échéancier de travail. Et encore là, c'est l'outil là, qui a été développé par nos collègues de Recyc Québec qui nous ont permis de développer un outil de travail qui nous permet de travailler de façon collaborative, d'être capable d'organiser aussi nos étapes de cheminement, puis d'être capable aussi de voir en temps réel la progression, là, dans le fond, des différents dossiers en avancement. Donc, plus précisément, là, basé sur les étapes recommandées justement dans cette trousse à outils-là qui nous a été proposée, on a à l'automne,
à l'automne 2022, en fait, on a rédigé et validé notre échéancier de travail avec nos différents partenaires, donc, dont les 2 directions de bureau. On a créé justement notre comité et on a identifié, comme je le disais plus tôt, là, nos partenaires qui vont être mis à profit là, dans la démarche jusqu'à l'aboutissement en 2023 d'une feuille de route en bonne et due forme. Donc, puis on a aussi pris les décisions là, relativement à la gouvernance, là, quelles ressources on allait mobiliser aussi les temps de travail de chacun pour être sûr que les actions sont suivies là, au niveau des ressources humaines et financières pour qu'on soit capable d'avancer rondement. On a travaillé aussi à l'automne 2022 sur l'état de la situation. Donc, en collaboration avec le LIRID ici à l'Université de Sherbrooke, on a procédé à une analyse de flux de matière, des déchets générés. Et nous, les chargés de projet au niveau du comité interne, on a fait une analyse de la composition économique actuelle de la ville, l'analyse des différentes politiques qui sont déjà en place ou des stratégies locales qui sont liées à l'économie circulaire et sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour poursuivre notre travail. Et on voulait savoir, en fait, c'était quoi les forces vives, qu'est-ce qui était déjà en place au niveau de l'économie circulaire sur le territoire de la ville de Sherbrooke, puis c'est quoi les opportunités qu'on pourrait saisir, ce que nous, on appelle, dans le fond, les quick wins, déjà pour partir et opérationnaliser l'économie circulaire parallèlement à travailler sur une planification plus à long terme et créer des nouvelles actions. On voulait vraiment essayer de mobiliser nos partenaires en tirant déjà sur des actions qui étaient sur la table. Donc, les prochaines étapes qui s'en viennent, les étapes 3 et 4 qui sont justement dans la trousse à outils et sur lesquelles on va commencer à travailler en janvier 2023, ça va être plus au niveau politique, dans le fond. Ça va être de travailler la vision et identifier les opportunités à intégrer dans notre première feuille de route, à les valider aussi avec les élus et les différents comités de travail et être capable aussi de définir des budgets d'action et de distribuer les rôles là, à chacune des structures. Donc, on a déjà là, en novembre présenté le dossier de l'économie circulaire à la Commission de l'environnement et de la mobilité ici à la ville de Sherbrooke. Pour finalement, en fait, au courant du mois de mars et mai 2022, aller plus dans le fignolage, c'est-à-dire identifier des actions concrètes et les mettre dans un échéancier de temps, être capable aussi d'identifier les porteurs de projets, que ce soit des porteurs municipaux ou que ce soit des partenaires à l'externe. Et on veut avoir une feuille de route qui va être opérationnelle, c'est-à-dire qu'on l'ensemble des actions qu'on vise à porter à la feuille de route vont être liées à des indicateurs de circularité. Donc, c'est sûr qu'il y a des indicateurs qui seront un peu plus qualitatifs, mais on vise à être capable de mesurer précisément la progression de notre feuille de route. Donc, à préciser, dans le fond, la première itération de la feuille de route qu'on vise à adopter en 2023, on souhaite en avoir une qui va être simple, agile et perfectible parce qu'on veut avancer en économie circulaire, mais on souhaite aussi se servir de cette démarche-là pour consolider des concepts, être capable aussi d'identifier des opportunités qu'on n'aurait pas vues venir au niveau stratégique. Donc, c'est une feuille de route qu'on va adopter en 2023, mais qui va être appelée à être très itérative. Donc, voilà. Et là, on vous a mis un exemple, en fait, de notre planification en termes d'économie circulaire pour la prochaine année. Je laisse la parole à mon collègue Anthony. Merci Anne-Sophie. Donc, je reprends le flambeau, effectivement. Donc, le bout, en fait, sur le portrait régional, c'était quand même assez important pour nous aussi là, de pouvoir explorer là, dans le cadre de cette démarche-là qu'on essaie de structurer au niveau d'une feuille de route. Ça fait déjà plusieurs années, comme Anne-Sophie l'a mentionné, qu'on travaille avec ces concepts-là. Donc, on ne voulait pas être trop non plus linéaire là, aussi, quelque part, là, pour faire cette démarche-là. Donc, autant dans la consultation des parties prenantes que dans le portrait que la trousse propose aussi, on a essayé de sortir un peu du cadre aussi là, pour essayer d'aller chercher, quand on met en place une démarche comme celle-ci, on va aller essayer d'aller jouer sur des terrains encore inconnus. Donc, on voulait expérimenter et explorer certaines options. Puis, c'est un peu l'idée aussi là, qu'on vous présente là-dedans. Donc, quand on a décidé de consulter les parties prenantes, on
oui, on avait évidemment en tête les principaux services municipaux, même chose pour les autres organismes sur le territoire, que ce soit des organismes paramunicipaux comme Entreprendre Sherbrooke, qui s'occupe plus au niveau de Sherbrooke du secteur commercial, Hydro-Sherbrooke, qui est évidemment un gros joueur là, sur le territoire sherbrookois parce qu'on est quand même dans les rares villes aussi là, qui possèdent son entreprise au niveau de la distribution de l'électricité. Donc, il y a un pouvoir aussi intéressant de ce côté-là, les chambres de commerce. Mais on a voulu tirer à quelque part dans le champ gauche. Donc, on a voulu aller un peu dans des entrevues un peu semi-dirigées, consulter les chercheurs. Donc, il y a un réseau là, qui s'est mis en place il y a quelques temps, qui est le réseau de recherche en économie circulaire du Québec. C'est tous des professeurs là, qui travaillent sur les thématiques qui étaient un petit peu plus développement durable au début de leur carrière, mais qui tendent à changer pour aller vers l'économie circulaire. Puis on trouvait ça quand même intéressant pour, dans un premier temps, savoir un peu de leur côté comment ils définissent l'économie circulaire. Ils étaient dans d'autres disciplines, puis là, ils se collent à ça. Donc, on voulait avoir un peu leur vision de ce que c'est l'économie circulaire, puis ce qui allait être un peu leur champ de recherche. Parce que on trouvait ça intéressant pour nous qui est sur un territoire où le savoir est quand même très présent avec 2 universités. On voulait être capable de peut-être amener à coller les opportunités. Donc, on voulait voir un peu ce qui se tramait du côté des chercheurs, également du côté de Recyc Québec. Est-ce qu'il y avait des choses qui s'en venaient? Fait que, on a fait un premier tour de roue avec ces parties prenantes-là. Chose intéressante qu'on a faite aussi avec les services municipaux, c'est qu'on voulait aussi, à travers l'exercice qu'on met en place, de consulter ces parties prenantes-là, de pouvoir faire en sorte qu'on soit tous au même niveau. Donc, nos rencontres avec nos homologues des autres services de la Ville servaient aussi de prémisse à leur donner une formation très de base, mais qui situait l'économie circulaire parce que, évidemment, ce qu'on a un peu devant nous quand on travaille en économie circulaire, c'est qu'on a une définition souvent très restrictive, très associée à la gestion de matières résiduelles. Donc, quand on décide de contacter le service de l'entretien de la voirie, ils se demandent un peu pourquoi on les contacte pour ça. Mais une fois qu'on met la table et qu'on situe le sujet, à ce moment-là, c'est ça. Il y a donc un premier effet bénéfique qui est celui de mettre à niveau tout le monde sur la définition de l'économie circulaire. Puis, dans un deuxième temps, bien évidemment, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi, à titre de service, vos préoccupations? Parce que c'est ça qu'on cherche à savoir. En fait, on ne cherche pas à leur donner de la nouvelle job parce que ça serait problématique. C'est des gens, évidemment, très occupés. Fait qu'on cherche à voir comment l'économie circulaire peut s'inscrire à travers de leurs préoccupations. Donc, c'est ça, je pense, aussi la force de notre démarche et qu'on essaie aussi là, de tirer et d'enchasser, en fait, l'économie circulaire à même leurs préoccupations quotidiennes aussi. Donc voilà, donc on a fait toute une série là, de rencontres qui se voulaient aussi dans un premier temps, on voulait faire une première ronde. Il reste encore d'autres acteurs qu'on souhaitait consulter, qu'on s'est dit, OK, on va revenir vers un petit peu plus tard aussi pour les consulter. On l'a mentionné tantôt, on a eu la chance de faire partie de la première cohorte de villes et régions circulaires, donc une démarche canadienne. On a, à travers, en fait, cette participation-là, évidemment, assisté à toutes sortes de webinaires, fait un peu du développement avec d'autres villes et régions là, de différentes tailles aussi, qui étaient très intéressants. Puis, on a eu la chance de travailler avec des consultants aussi là, qui, en 2 ateliers de travail, nous ont challengé sur notre démarche qu'on effectuait au niveau du territoire, puis qui nous ont aidé à bâtir une première feuille de route. Là. Disons une première itération qu'on a fait avec eux, mais qui nous a permis justement déjà de commencer à réfléchir puis à déjà pointer certaines actions thématiques. Puis donc, on a, je pense qu'Étienne l'a mis dans le chat, donc vous pourrez peut-être la consulter, elle est déjà disponible. Donc, des objectifs puis des orientations qui restent encore à peaufiner, mais c'est une première pré-itération qu'on se dit. Donc, on est sorti également un peu du diagnostic territorial. On possède déjà un peu, quand on se met à consulter différentes parties prenantes, déjà un portrait de ce qui se fait, puis on en a reproduit dans celui de Villes et régions circulaires. Mais on a au niveau du portrait déjà, là, avec des organismes de développement économique, un peu certaines informations financières sur le nombre d'entreprises, un peu avec le PGMR, évidemment, on a un portrait de ce qui est généré. Fait
Même chose de ce côté-là, on a travaillé avec le LIRID, qui est un groupe de recherche à l'Université de Sherbrooke qui travaille plus au niveau de l'analyse de cycle de vie. On a lancé ce qu'on appelle une analyse de flux de matière. Puis ça, à mon avis, c'est un autre beau coup qu'on a fait parce que là, plutôt que de regarder l'extra au bout du tuyau, qu'est-ce qui sort, ça ressemble à quoi au niveau du territoire, ben, l'analyse de flux de matière, ça se fait au niveau des entreprises beaucoup, mais ça commence au niveau également des territoires, des villes. Donc, on regarde aussi l'entrée. Qu'est-ce qui rentre sur le territoire? C'est quoi les flux? Puis là, nous, ce qu'on s'est concentré à préciser dans cet exercice-là qui vise encore à être complété, c'est qu'on on a regardé 4 principaux flux. On a regardé au niveau de l'eau, de l'énergie, de la construction et des aliments, qu'est-ce qui rentre sur le territoire. Donc, on utilise des données qui sont des fois primaires, donc à même les services de la ville. Des fois, c'est des données secondaires parce que ça reste le défi de ce genre d'exercice-là. Les données sont difficiles à obtenir. Donc, on fait un peu un croisement des données primaires et secondaires pour obtenir un portrait. Puis ça, ce portrait-là, bien là, notre défi, ça va être de pousser les chercheurs à sortir de leur tête puis des hypothèses, mais d'aller chercher, en fait, des spotlights, en fait, de regarder c'est quoi les grands flux de matière ou à quel endroit ils se situent pour pouvoir se dire, ben, savez-vous qu'au niveau du béton, il rentre sur le territoire 30 000 tonnes environ de béton par année. C'est peut-être par rapport au gisement à briques plus intéressant de travailler sur un gisement qui est plus gros, plus impactant aussi. Donc, ça peut, même chose au niveau des aliments, regarder qu'est-ce qui rentre, puis de se dire, ben, on pourrait même, en titre de développement économique, prioriser à produire plus localement tel type d'aliments. Donc, c'est juste quelques exemples pour vous montrer en fait que l'analyse de flux de matière, ça s'en vient, ça commence à se peaufiner. Puis nous, on est en cours de réalisation de cet exercice-là. Même chose, prochaines étapes, on avait eu un peu la chance aussi de voir un peu le guide tout juste avant qu'il sorte parce qu'on avait été un peu consulté aussi sur certaines étapes. Donc, là, ce qui s'en vient de notre côté, ça va être un peu la partie politique dans un premier temps, vision et objectif. Donc, évidemment, ça doit se définir beaucoup au niveau du politique. Donc, on devra cet hiver, en fait, jusqu'au printemps, là, travailler un peu plus en lien avec les visions qu'on souhaite se donner. Puis même chose au niveau des objectifs. Donc, un peu ce qui va sortir de l'analyse de flux de matière, est-ce qu'il y a des choses qu'on va vouloir fixer? Qu'est-ce qui s'en vient à la ville? Sur quoi va être mis la priorisation? Il va falloir essayer de combiner nos objectifs aussi qu'on veut se donner à même ceux qui vont être identifiés sur le reste du territoire. Puis enfin, bien, la mise en action, l'élaboration d'une feuille de route qui risque de se faire un petit peu plus au niveau de l'été, du mois de juin aussi, là, pour commencer l'élaboration de la feuille de route. Je repasse pour la conclusion la parole à ma collègue Anne-Sophie. Donc, c'est ça rapidement. Bon, pour conclusion, l'élaboration d'une feuille de route, pour nous, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une façon d'aller d'une façon perfective, aller enchasser l'économie circulaire, puis d'identifier, en fait, c'est quoi les leviers que possède une municipalité pour intégrer l'économie circulaire, que ce soit, mettons, au niveau réglementaire ou de la rédaction de ses plans et politiques. La feuille de route va nous servir de phare dans la nuit, en fait, pour être capable, justement, d'intégrer cette notion-là dans tous les aspects. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dans le fond, feuille de route qu'on lance rapidement, mais qui va être en cheminement de façon très, très, très itérative. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie et Anthony. Très intéressant. Je regarde du côté des questions-réponses. Donc, justement, peut-être qu'on peut tous se remettre à la caméra. Je vois qu'il y a une question, en fait, autant pour le cas de la Montérégie que le cas de Sherbrooke. La question est la suivante. Avez-vous bénéficié de programmes gouvernementaux, tant fédéral que provincial, au terme financier? Donc, quels sont justement les leviers là, pour mettre en place ce type d'action? Est-ce que vous vous lancez soit Andréane, soit Anne-Sophie ou Anthony? Ben, au niveau du financement, en fait, ce qu'on a eu comme programme de subvention, c'est plus au niveau de Synergie Estrie, donc l'animation des symbioses industrielles, parce que pour ce qui est de la réflexion au niveau de l'économie circulaire puis des ressources qu'on a mobilisées à la ville, ça fait partie, en fait, de notre budget municipal, mais je peux peut-être laisser Anthony préciser quel type de subvention on a eu là, au fil du temps pour Synergie.
Ben, c'était déjà très bien complété. J'ai pas de nouvelles informations. Si ce n'est qu'effectivement, donc Synergestrie, oui, a été appuyé, mais pour l'instant, ben, puis c'est un peu ce que les élus nous indiquent aussi. Il va falloir essayer d'accrocher ça avec du financement. Donc, on, on regarde les gens de Recycle Québec, par exemple. Là, on fait un peu d'œil, mais non, blague à On est part. tout oui. Donc, je laisserai peut-être Andréane qui, elle, je pense, a un élément supplémentaire de réponse. Oui, ça, nous, ça cadrait vraiment dans le fonds Région et Ruralité, volet 1 du ministère des Affaires municipales. Donc, nous, c'était une priorité qui avait été identifiée là, régionalement suite aux concertations qu'il y avait eu dans la relance économique, donc l'économie circulaire, comment se positionner. Puis, en plus, ben, nous, on a aussi la chance d'avoir un commanditaire qui est Hydro-Québec qui vient bonifier ce financement-là. Puis, je dirais que je ne l'avais peut-être pas mis dans les principaux, mais l'autre élément aussi, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des nouveaux finissants qui terminent leur expérience universitaire et qui arrivent chez nous avec du financement comme lancement de carrière ou de ces choses-là, qui ont vraiment mis la table là, sur toute financement salarial, mais qui est quand même pas négligeable là, dans ce projet-là là, qui nous a vraiment aidé à démarrer le projet. Merci. Je regarde du côté des questions. Peut-être une question, Hélène, tu pourrais répondre à deux des questions. La première étant, est-ce que la feuille de route en économie circulaire peut être présentée, qui a été présentée, pardon, peut être extrapolée dans un pays en développement? Je pense que ça nous amène aussi à la deuxième question, c'est comment Recycle Québec peut nous accompagner dans la mise en place de la feuille de route? Oui. Ben, en fait, c'est ça, j'ai écrit par écrit, mais je vais l'expliquer en mes mots. Là. Je penserais que oui, Pardon. c'est sûr que la trousse, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de références au Québec. Elle a une saveur québécoise, ne serait-ce que pour la liste des acronymes que vous allez y retrouver. Mais je pense que vraiment, dans le principe, il y a beaucoup de choses qui pourraient être adaptées pour un pays en développement, pour d'autres contextes régionaux. Puis c'est aussi l'idée de la traduire en anglais, c'est qu'on pense qu'elle a ce potentiel-là d'exportation, si je peux dire, hors Québec. Donc, puis même, j'irais même au-delà à dire que certains des outils pourrait très bien être transposé à d'autres sujets que l'économie circulaire. Tu sais, quand on fait un échéancier, un budget, que ce soit l'économie circulaire ou autre, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent aussi s'adapter à d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces outils-là parce qu'il y a vraiment un potentiel au-delà de l'économie circulaire. Pour Et ce qui est de la modifier selon leur contexte, hein, Hélène? complètement, Parce que, OK. complètement, c'est ça. Donc, ils sont faits pour être modifiés selon les contextes. Pour ce qui est de comment Recycle Québec peut vous accompagner, bien, c'est sûr que nous, notre premier pas, c'était de rendre disponible cette trousse-là, les outils. Mais c'est certain que, tu sais, de mon côté, là, ça va me faire plaisir s'il y a des questions, de pouvoir y répondre, puis de recevoir la rétroaction aussi de ceux qui l'utilisent. Donc, de ne pas hésiter à me contacter, puis peut-être qu'on aura peut-être à ajouter certains outils ou à bonifier ou à ajuster. Donc, on a les oreilles grandes ouvertes là, pour recevoir vos commentaires. Donc, pour ce qui est du financement, on verra jusqu'où ça peut aller. Dans certains cas, ça peut s'inscrire dans certains de nos programmes, mais il n'y en a pas spécifiquement à l'heure actuelle là, pour les feuilles de route. Quoique le projet Villes et régions circulaires auquel on est partenaire vise justement à accompagner des cohortes de villes et régions qui veulent s'engager dans une démarche comme celle-là. Donc, il y a des formations qui se donnent, il y a un réseau entre pairs où il y a des échanges qui se font, puis il y a des webinaires qui sont ouverts à tous. Donc, je vous invite également, Étienne, si tu veux mettre le lien Villes et régions circulaires. C'est une forme d'accompagnement aussi qui peut être vraiment intéressante. Merci, Étienne. Pour les municipalités, c'est sûr qu'il y a les cohortes, mais il y a des activités qui sont ouvertes aussi à tous. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Je vois, il y a une autre question que je trouve bien intéressante. Donc, la question est, avec votre expérience, qui devrait prendre le leadership, justement, hein? Les professionnels du développement économique ou bien ceux de la GMR, donc ceux de la gestion des matières résiduelles? Puis, est-ce que cela peut avoir un impact sur le succès de la démarche, selon vous? Donc, soit, par exemple, l'écoute des élus, des parties prenantes. Donc, je trouve la question est lancée. Donc, soit Anne-Sophie, Andréane, Anthony. Ben, je peux commencer la réponse. De notre côté, tu sais, depuis l'arrivée de Synergie Estrie en 2018, ça a toujours été
un élément là, super fort sur lequel on a essayé de s'appuyer, c'est-à-dire que les symbioses industrielles soient leadées par le développement économique. Puis, on a fait la même chose avec la feuille de route, Bureau de l'environnement et le Bureau de développement économique qui se mettent ensemble parce que, ben, c'est ça, au final, on veut dépasser la question de la gestion des matières résiduelles. Donc, pour ce faire, je pense que c'est indéniable, si on veut inscrire ça dans l'agenda économique, ben, il faut que ces intervenants-là soient au contrôle aussi. Donc, c'est mon élément de réponse. Ben moi, je compléterai en disant, je vais prêcher pour ma paroisse. Je trouve en fait que le fait que ça soit intégré dans une municipalité, ça nous donne beaucoup de leviers d'action. En fait, c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu moins bon sur la mobilisation des parties prenantes, dans le sens où, tu sais, une municipalité, c'est peut-être un peu moins son rôle, là, justement, d'aller mobiliser. Mais au niveau, tu sais, des incitatifs financiers, du soutien aux entreprises, de la mise en place de réglementations pour accélérer l'économie circulaire, je trouve ça vraiment intéressant que ça soit une municipalité qui porte l'économie circulaire parce qu'on a des réflexions avec nos parties prenantes, mais on est capable aussi d'opérationnaliser des choses avec les outils d'une municipalité qu'on a. Donc, ça nous fait travailler comme sur 2 vitesses qui sont vraiment, vraiment intéressantes tant qu'à moi. Merci beaucoup. Une petite dernière question. Il est midi, mais je la trouve vraiment très bonne. Je crois que c'est pour Andréane. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour mobiliser plus de 50 personnes lors des ateliers? Puis on va terminer là-dessus. Donc, Andréane, quelle a été la clé de votre succès? Ben, on a un comité de projet qui est très impliqué, qui nous aide à mobiliser les parties prenantes, qui connaît bien ses intervenants, qui va les solliciter. Puis on a aussi utilisé beaucoup l'outil de l'argumentaire de mobilisation des parties prenantes. Donc, c'est pas la même façon qu'on approche chaque secteur. Donc, c'est vraiment aussi là-dessus qu'on basait même c'était pas juste un courriel envoyé à tout le monde. On avait des courriels personnalisés selon de quel milieu ils venaient pour les invités. Et ça, je pense, ça a aussi fait une belle différence. Puis comme je disais aussi, il y avait eu les entrevues personnalisées avec certains intervenants qui les a amenés à participer aussi aux activités. Donc, c'est toute une structure, mais je pense que c'est la multiplication des canaux d'intervention puis de communication qui amène aussi cette mobilisation-là. Merci beaucoup. Donc, ça m'amène au mot de la fin parce qu'il est déjà midi. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé en si grand nombre au webinaire. On voit qu'il y avait plusieurs participants en ligne. C'est très apprécié. Sachez qu'il y aura un sondage d'appréciation justement qui va vous être envoyé. Donc, autant le lien dans le clavardage, mais aussi dans le courriel qui va suivre. Donc, merci encore à vous tous, conférenciers, conférencières, et bonne circularité à tous. Merci.